suivant de se préparer. C'est M. Idir Baïs qui va nous parler de la recherche, développement et innovation, quelques propositions pour consolider le système national de l'innovation. Monsieur Idir Baïs, agroéconomiste et consultant, ancien directeur du MADRE, qui nous présente sa communication. Là, c'est à vous, Monsieur Baïs. Merci Amine, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si l'écran est partagé, là, si vous voyez mon PowerPoint. Il est partagé, et on vous entend très bien et on voit très bien votre communication. Très bien, merci beaucoup. Donc, l'intitulé de ma communication, c'est Recherche, développement et innovation. Hein, comme vous le savez tous, c'est intimement lié. Hein, j'allais dire, l'un dépend un peu de l'autre, de mon point de vue en tout cas. Et quelques propositions pour renforcer et dynamiser le système national d'innovation. Mon intervention va se faire en trois parties, en fait. Un diagnostic d'abord de la recherche-développement en Algérie sur la base de trois indicateurs. Le budget qui est consacré donc, en pourcentage du PIB à la recherche-développement en Algérie, l'évolution en termes de brevets, en termes de marques et autres dessins en Algérie toujours, bien sûr. Et enfin, je terminerai cette première partie par donner un peu le classement de l'Algérie en termes d'innovation. C'est le classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La seconde partie sera d'expliciter un peu la problématique du recherche-développement et de l'innovation en Algérie, notamment du point de vue organisationnel, du point de vue de son écosystème et des choses, disons, qui ne marchent pas bien, ou en tout cas où il y a un certain nombre de contraintes à lever. Et enfin, donc, dans ma troisième partie, j'aborderai les propositions justement pour essayer de recentrer, de redynamiser ce système national d'innovation. Alors, sur l'innovation et la recherche-développement, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il est du domaine public, j'allais dire, que la recherche-développement et l'innovation sont des indicateurs très forts, des marqueurs très forts de la croissance, de la productivité, de la compétitivité et de plus en plus aussi un levier majeur de la création d'emplois, notamment dans les pays développés. En termes donc, de mesures, le premier indicateur, je l'ai dit tantôt, c'est voir quel est le pourcentage du PIB qui est consacré à la recherche-développement. En Algérie, pardon, je modifie un peu le… Ah non, non. Donc, en Algérie, les évaluations qui ont été faites donnent à peu près 0,60% du PIB qui est consacré à la recherche-développement. Ça inclut les salaires, ça inclut un peu tous les budgets qui sont consacrés à la recherche. Et si on enlève les salaires des chercheurs, parce que malheureusement, c'est le plus gros morceau du budget qui est consacré à la recherche, on serait uniquement à 0,15%. C'est des chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif, en fait, serait d'atteindre à peu près 1% à 1,5% d'ici quelques années, qui est un peu l'objectif qui est fixé, disons, à moyen terme, et qui correspond, grosso modo, un peu au budget qui est consacré dans ce qu'on appelle les pays émergents. En termes de comparaison, très rapidement, donc, on est à 0,60, la Tunisie est à peu près au même niveau, le Maroc est légèrement un peu plus élevé, mais ça reste très, très modeste. Les pays méditerranéens du Sud, on est à 1,24, 1,40 pour l'Italie, bien plus élevé pour la France, on est à 2,20. Et enfin, pour ce qu'on appelle l'Europe du Nord, là, on est à 3 et même au-delà de 3, puisqu'on est à plus de 3 en Suède, au Danemark, en Suisse aussi. La Suisse a pratiquement l'un des meilleurs niveaux, l'un des meilleurs budgets recherche-développement au niveau européen. Et enfin, le champion toute catégorie, hein, c'est la Corée du Sud, avec plus de 4,8% de son PIB consacré à la recherche-développement.
En ce qui concerne maintenant le deuxième indicateur, c'est le nombre de brevets, le nombre de marques et autres dessins, on appelle ça dessin, ça se rapporte au dessin industriel en Algérie. Donc, vous pouvez voir un petit peu les histogrammes, donc une diminution très très forte. En fait, on était à un taux bien plus élevé en 2011 et on a chuté progressivement en 2012-2013 et ça ne cesse de diminuer ces dernières années. Ça, c'est pour les brevets délivrés résidents, non résidents, en orange les non résidents, en vert les résidents et en vert un peu plus clair pour les étrangers. Là, ça fait un peu donc l'évolution aussi sur plusieurs années avec le PIB en bas en rouge et toujours les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels. Donc, vous constatez que là aussi, c'est un peu en dents de scie, ça a repris un peu, mais ça redescend, notamment depuis 2017. Et c'est, dans le meilleur des cas, disons, stagnant, mais malheureusement en forte baisse. Alors, du point de vue du classement de l'Algérie en termes d'innovation, donc c'est le dernier, hein, c'est le dernier rapport en tout cas disponible au niveau donc de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, hein, le WIPO en anglais. Donc, le Global Innovation Index, on est à la 121e place sur 131 pays, ce qui est vraiment un score qui est très très faible puisqu'on a une note de 19,48% à ce niveau-là. Toujours par rapport, disons, aux voisins, aux pays arabes, donc la Tunisie est à la 65e place, le Maroc 75e, la Jordanie à la 81e place et l'Égypte à la 96e place. Voilà donc pour ce diagnostic disons, cet état des lieux. Donc, grosso modo, on est pénalisé du fait que le budget que nous consacrons n'est pas très élevé en termes de PIB. D'autre part, de plus en plus, ce système d'évaluation aussi intègre un peu l'écosystème, c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre les différentes interventions de le système national d'innovation, donc l'entreprise, l'université, les centres de recherche. Et là aussi, on peine un peu à voir des complémentarités, une innovation, des synergies entre les différents acteurs, ce qui nous pénalise pas mal. Donc, à ce niveau-là, pourtant, hein, donc c'est l'autre partie j'allais dire, de l'autre phase de la pièce. On a plus de 36 000 chercheurs en activité, avec plusieurs centaines donc, de laboratoires de centres de recherche, plus de 2600 chercheurs permanents, et on dénombre, ça c'est des chiffres officiels, hein, puisque je donne les références, et c'est des références qui sont récentes, puisque c'est un conseil interministériel qui a été tenu en octobre 2019, consacré à ce sujet, où on n'a pas moins de 357 travaux de recherche qui sont disponibles et immédiatement exploitables. Malheureusement, ils restent souvent au niveau des centres de recherche, des laboratoires de recherche de nos universités et ils ont beaucoup de mal à passer au niveau de sa réalisation, au niveau de l'industrie, parce que, comme je le dis dans la dernière ligne de pratiquement 98% de nos chercheurs se trouvent au niveau des universités et très peu, pour ne pas dire quasiment pas de chercheurs au niveau de nos entreprises. Les départements de recherche, développement sont vraiment quasi inexistants au niveau des grosses entreprises, et je ne parle même pas des PME, PMI, qui n'ont pas les moyens de le faire. Là, je donnais très rapidement un peu de définition. Hein. J'insiste sur un petit peu l'interaction qu'il y a entre les différents intervenants, les différentes parties de cet écosystème qui doit interférer
agir ensemble pour justement arriver à cette innovation. S'il n'y a pas une bonne articulation, s'il n'y a pas de passerelle entre l'université, les centres de recherche et, disons, les entreprises économiques, hein, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient dans d'autres secteurs d'activité économique, c'est quasiment voué à l'échec. C'est un peu un moteur, et dès que vous avez une pièce qui ne fonctionne pas dans le moteur, l'ensemble du moteur tombe en panne. Pourtant, au niveau législatif, les ancrages existent, les recommandations ont été faites depuis déjà de nombreuses années. Je cite la loi 0805 du 23 février 2008, qui parlait de l'utilisation effective par les entreprises et organismes publics de ressources humaines qualifiées, potentiel humain national dans les activités menées en réponse bien sûr à l'évolution au niveau industriel, au niveau économique. Donc, déjà depuis 2008, on avait réfléchi sur le sujet en disant effectivement il faut des passerelles entre le secteur économique et l'université. Malheureusement, depuis, très peu a été fait, puisqu'on a réitéré un petit peu ces orientations en allant encore plus dans le détail. Hein. Je cite aussi la dernière loi sur la recherche, sur la loi d'orientation sur la recherche scientifique, ou plutôt l'avant-dernière, c'est la 1521 du 30 décembre 2015, où on parle de faciliter le transfert des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique au secteur socio-économique, la mise en place de chercheurs en entreprise, et de créer aussi des équipes de chercheurs mixtes, donc entre l'université et les entités économiques. Donc, au niveau des ancrages, ça existe. Malheureusement, sur le terrain, ces passerelles n'ont pas fonctionné. Puisque, d'ailleurs, vous pouvez le constater, hein, il suffit de se faire une recherche et vous allez trouver que, en fait, tout ce qui concerne la recherche, c'est pratiquement des références du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et quasiment aucune référence pour ce qui concerne l'industrie, alors que la recherche-développement, normalement, elle devait être pesante, j'allais dire peut-être plus importante encore au niveau du secteur industriel qu'au niveau de la recherche scientifique, qui devrait se consacrer peut-être un peu plus à la recherche fondamentale, et que la recherche-développement soit plus, disons, domiciliée, active au niveau des entreprises économiques. Alors, par rapport à cette difficulté, hein, on a des secteurs qui ne collaborent pas beaucoup, qui ne discutent pas beaucoup, où il n'y a pas beaucoup de passerelles, même si au niveau des ancrages, elles existent, mais force est de constater que dans la réalité, ces passerelles ne fonctionnent pas, malgré l'antériorité un peu de toutes les préconisations qui ont été faites, puisque la première préconisation, en tout cas celle dont j'ai connaissance, date de 2008 et nous sommes en 2021, donc presque une quinzaine d'années, et donc il y a toujours ces contraintes. En termes maintenant de propositions, qui est un peu la troisième partie de mon exposé, donc je donne quelques recommandations. Alors, c'est, j'allais dire, tout simplement mettre en œuvre les dispositions de la loi 1521, hein, puisque cette loi a dit quasiment tout sur les passerelles qu'il faut mettre absolument entre l'industrie et l'industrie, mais ça peut être aussi, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, c'est toutes les entreprises économiques, en définitive, c'est l'entreprise au sens large. Donc, l'encouragement à la création d'unités de recherche dans les entreprises, j'en parlais tantôt, c'est la recherche-développement, doit absolument être consacrée au niveau des entreprises. La mise en œuvre du statut de chercheur en entreprise, parce qu'un chercheur en entreprise, c'est différent d'un chercheur qui est dans un laboratoire de recherche au niveau de l'université. La possibilité, ça aussi, ça a été évoqué maintes fois, de mettre en place des équipes mixtes, donc entre le monde de l'entreprise et celui de l'université. L'encouragement aussi des thèses en industrie, hein, qui répondent à des préoccupations, à des contraintes qui ont été identifiées au niveau des entreprises. Ça aussi, c'est très important.
Alors, deuxième recommandation, c'est tout ce qui concerne les incitations pour justement mettre en place ces départements de recherche-développement, notamment au niveau des PME-PMI, parce que c'est souvent les entreprises qui n'ont pas les moyens euh, de se lancer dans la recherche-développement. La recherche-développement, il faut le dire, ça demande énormément d'argent, les résultats ne sont pas garantis, donc les PME-PMI traînent un peu à mettre en place ce genre d'activité parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, l'État devrait les encourager un peu, en tout cas dans les filières qui nous paraissent les plus importantes en termes de croissance, en termes de création d'emplois et, in fine, d'innovation. Et là, vous avez toute la panoplie de bonnes pratiques au niveau international, les crédits d'impôt recherche, les exonérations, les minorations des taxes ou de charges patronales, notamment pour le recrutement de spécialistes qualifiés, très pointus, qui demandent, disons, un budget assez consistant que les PME-PMI parfois ne peuvent pas payer, des salaires très élevés, les bonifications d'intérêt, les crédits non rémunérés, l'encouragement au développement du capital risque. Monsieur le ministre, tout à l'heure, on a parlé, puisque ça fait quelques jours, il y a eu un peu la création de cette entité. L'accès gracieux à des services spécialisés liés à la recherche et l'innovation. Parfois, c'est des abonnements à des revues scientifiques pointues et tout ça. Je pense que ça existe au niveau des universités, mais que ça n'existe pas au niveau des entreprises. Les passeports d'aide à la réalisation d'études économiques pour le lancement de nouveaux produits, ça aussi c'est assez classique. Troisième aspect, c'est permettre aux chercheurs de créer des startups et des spin-offs en vue de concrétiser le résultat de recherche sur le terrain, pour qu'ils ne restent pas à l'idée de recherche, qu'ils aillent bien au-delà. Monsieur le ministre a parlé aussi pour ce qui concerne les startups. Les spin-offs, c'est un peu la même chose aussi, c'est des départements, parfois des activités au niveau des entreprises qui peuvent être filialisées et, disons, être aussi créatives, innovantes et créatrices d'emplois. Il y a aussi l'innovation, souvent on pense au centre de recherche, aux docteurs, disons, aux personnes qui ont un niveau intellectuel très élevé, mais c'est pas toujours vrai. Il y a aussi au niveau des entreprises des travailleurs, des ouvriers qui peuvent avoir des idées innovantes. Donc, il existe par le monde ce qu'on appelle des boîtes à idées au niveau des entreprises, notamment au Japon, où tous les ouvriers, tout le personnel peut faire des propositions sur l'organisation, sur l'innovation, sur un certain nombre de choses qui lui paraissent importantes à améliorer au niveau du processus de production. Ça se développe aussi en Europe. Le Japon est un peu à l'origine de ces boîtes à idées, mais de plus en plus, les Européens s'y mettent aussi. Enfin, multiplier, dupliquer un peu les expériences acquises, notamment dans les aspects, dans les modèles d'organisation qu'on a appelés autrefois les GRAP, mais c'est les pôles agroalimentaires, les clusters, les pôles de compétences, les pôles de compétitivité. Chaque pays un peu à sa sémantique à ce sujet, mais ça recoupe quasiment le même type d'organisation. Ces organisations sont très importantes de mon point de vue pour l'innovation, parce que c'est des outils de collaboration, de réseautage très, très importants. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée, puisque ça regroupe en fait trois parties, les entreprises, les institutions universitaires, centres de recherche et les établissements, les institutions de formation. Et ce croisement-là, c'est un peu la source justement de l'innovation sur, bien sûr, un territoire donné, parce qu'il est plus simple de travailler sur un territoire, disons, relativement restreint, qui ont les mêmes problématiques, les mêmes soucis, que de travailler sur des territoires beaucoup plus grands. Généralement, ça se passe au niveau d'une région, d'un département. En Algérie, on a eu énormément d'expériences dans ce domaine. Le SNAT a fait des recommandations qui étaient à l'époque très en avance. Malheureusement, beaucoup n'ont pas été réalisées. On est allé aussi un peu en ordre dispersé. L'industrie a fait ses clusters, l'agriculture a fait des pôles
intégré. Bon, ça s'est fait un peu sans organisation au niveau du territoire, au niveau des filières, mais ces expériences, même si elles ont été un peu en ordre dispersé, mériteraient d'être multipliées et développées par cette interaction est vraiment, de mon point de vue, très importante pour l'innovation. Enfin, je vais terminer un peu, et là aussi, Monsieur le ministre en a parlé, hein, c'est pas concerté, mais j'ai fait quelques recherches. Donc, il y a des outils qui ont été mis en place très récemment, hein, depuis une année pratiquement, qui sont très importants, notamment pour les startups. Donc, Monsieur le ministre avait parlé de l'Algerian Startups Fund, qui est la fameuse société de capital risque, hein, qu'on n'a pas eu auparavant, qu'on a pourtant fait des préconisations pour que ça soit développé, parce que c'est un instrument de financement qui est très important. Donc, ça a été créé, ça fait quelques mois, entre donc le ministère en charge des startups et les 6 banques publiques algériennes, bien sûr. Après, il y a eu aussi, et là, ça date de 2 jours, hein, c'était le 2 mars dernier aussi, l'établissement de promotion et de gestion des structures d'appui aux startups, hein, Algerian Venture, c'est en anglais bien sûr, qui est un peu l'accélérateur des startups. Ça aussi, c'est un outil indispensable au niveau de l'écosystème lié à la recherche-développement, à l'innovation, au développement des startups, mais pas uniquement, hein, tout ce qui est innovation au sens large. Donc, cet accélérateur vient bien sûr renforcer un peu le développement des startups, puisque ses missions sont principalement de la formation, du coaching et de l'accompagnement. Et donc, cet Algerian Venture a été inauguré par Monsieur le Premier ministre le 2 mars dernier, donc ça fait 2 jours, c'est, j'allais tout frais. Voilà, et je vous remercie de votre attention.